14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant 2 heures, nous sommes sur Sud Radio. La sexualité est un égoïsme partagé. Alors que signifie cette formule inventée par Sylvain Mimoun ? Eh bien, puisqu'il est avec nous durant ces 2 heures, il pourra nous expliquer ce qu'il entend par là. En tout cas, la sexualité, c'est une rencontre entre 2 êtres. Ça, jusqu'à présent, tout le monde sera d'accord. Sinon, ça s'appelle de la masturbation. Et forcément, ça va demander des ajustements permanents. Les désirs de l'un ne sont pas toujours les désirs de l'autre. D'autant que nos désirs sont également changeants au fil du temps. Et j'aime à dire qu'il faudrait savoir laisser mieux nos corps se parler, puisque les corps, eux, ne mentent jamais. On l'a vu déjà hier avec Michel Odoul. Mais pour cela, il faut savoir être dans ses ressentis, qui sont notre vérité, mais pas forcément la vérité de l'autre. Bref, vous l'avez compris, faire l'amour en totale harmonie, c'est assez difficile et peut-être qu'il nous faudra plus de 2 heures pour y arriver. Mais en tout cas, je vous invite à venir témoigner, à donner votre avis et pour ça, bien sûr, vous connaissez notre numéro 0826 300 300. Bonjour Sylvain Mimoun. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous durant ces 2 heures. Alors, je reprends le titre d'un livre qui a bien marché d'ailleurs. Ça s'appelait Le secret des couples heureux, l'égoïsme partagé. C'était aux éditions Erol. Oui. C'est un livre qui est déjà sorti déjà depuis quelques années. Il y a 2 ans, 3 ans. Oui, oui. Et donc, qu'est-ce que Quand ça marche. qu'est-ce que vous entendiez par là ? Voilà. Oui, c'est un livre qui a bien marché, qui a répondu en fait. Le secret des couples heureux, excusez-moi, c'était un Oui. titre. Mais en fait, le secret des couples heureux, c'est le sous-titre. Mais dans les faits, le vrai titre, c'est l'égoïsme partagé. Et cet égoïsme partagé, en fait, moi, c'est une expression que j'emploie depuis au moins 30 ans, ou presque. C'est quelque chose que, comme j'explique beaucoup à mes patients ce que je fais, etc., quand le mot égoïsme partagé est sorti à ce moment-là, et c'est quand j'ai voulu faire un livre sur le couple que tout d'un coup, ça m'est revenu par la fenêtre. Et alors, qu'est-ce que vous expliquez à vos patients, justement ? Alors, je précise, vous n'êtes pas sexologue, vous êtes gynécologue et andrologue, donc vous connaissez aussi bien le corps de l'homme que le corps de la femme. C'est déjà pas tout à fait le même. Oui, il y a quelques petites différences et qui font plus que 15 cm, comme dirait l'autre, parce qu'on me l'a souvent dit, il y a une différence de 15 cm. Mais en fait, c'est pas du tout ça, c'est de pouvoir être... En fait, moi, ce qui m'intéresse quand je vois des patients, c'est leur histoire. Et je m'approprie, en fait, je rentre dans leur histoire pour ressentir un peu ce qu'ils expriment. Et à partir de ce ressenti-là, je sais que je suis beaucoup moins dans l'explication de texte. Oui, c'est-à-dire que vous n'essayez pas d'expliquer leur difficulté sexuelle ou le symptôme qu'ils rencontrent par le fait que peut-être monsieur a des pannes d'érection ou madame. Voilà, c'est leur histoire. Mécanique. Voilà, c'est leur histoire qui provoque le symptôme. Voilà, exactement. C'est d'essayer d'entendre leur histoire. Leur blessure, en fait. Leur blessure, voilà, exactement. Dans ce qu'ils racontent. Et parfois, et ce que j'utilise, en fait, c'est que je renvoie à l'autre la phrase qu'il me donne ou qu'elle me donne. Et à partir du fait de l'entendre en face, ils peuvent la reformuler un peu autrement. Et c'est petit à petit comme ça qu'on peut repérer un peu qu'est-ce qui ne va pas chez eux, quoi. De toute façon, on le sait, quand on travaille sur la sexualité, on sait que dans un symptôme, lorsqu'il y a une difficulté sexuelle dans un couple, ça parle toujours de l'histoire du couple, au fond. Oui, en tout cas, oui. Ou d'un des 2 membres du couple, mais la plupart du temps, quand ça aboutit au couple, à la souffrance des 2, c'est qu'il faut s'en occuper. Ça devient urgent pour chacun des 2 de s'en occuper. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand un couple commence à avoir des difficultés sexuelles, soit parce qu'il n'y a plus de sexualité entre eux, soit parce que madame peut-être a des difficultés de lubrification ou monsieur a peut-être plus souvent des pannes, il vaut mieux s'en occuper parce que de toute façon ça ne s'arrangera pas tout seul. Ça dépend de l'âge qu'ils ont, mais s'ils ont plus de 45 ans, voire plus de 50 ans, il est probable que ça ne s'arrangera pas tout seul.
Et donc, d'où l'intérêt de pouvoir les aider réellement. Et pour ma part, je sais que maintenant, je suis beaucoup plus actif qu'avant. C'est-à-dire que Vous mettez la main à la pâte? Non, je non. plaisante. Non, mais vous êtes plus actif, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous entendez par plus actif? Vous les questionnez plus? Voilà, je les prends, je considère que leur symptôme est plus urgent. Plus la personne est âgée, entre guillemets, même s'ils n'ont que 50 ans, et en couple à 50 ans, ils ont plus de difficultés. On est encore très jeune à 50 ans aujourd'hui. Oui, mais si les deux ont des difficultés, il faut en tenir compte relativement rapidement. Oui, c'est-à-dire, oui, c'est ça. Quand vous dites vous agissez plus, c'est-à-dire que vous prenez plus en compte rapidement le symptôme plutôt que de le laisser s'installer. Voilà, avant j'aurais dit bon, maintenant ils n'ont que quelques troubles d'érection, c'est pas grave, et on va attendre que ça marche plus du tout. Non, on va attendre de trouver la cause. Oui, mais là, je ne cherche plus la cause. C'est pas ça qui m'intéresse. Parce que Alors, qu'est-ce qui vous intéresse? C'est comment faire pour que ça marche. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, et donc à partir du moment où je me focalise sur comment faire pour que ça marche, à partir de là, il va y avoir un ressenti différent de la part des deux partenaires, et c'est ce ressenti différent qui va nous donner d'autres éléments de réponse. Mais là, finalement, on est loin de l'explication de l'égoïsme partagé. L'égoïsme partagé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun doit d'abord penser à soi. Pour être motivé à agir, il faut penser à soi. Donc il faut avoir envie d'avoir d'abord du plaisir pour soi avant d'en donner à l'autre? Non, je ne sais pas, j'essaye de... Oui, non, mais c'est bien de scruter le symptôme ou la phrase comme ça. Mais dans les faits, ça veut dire que... Auparavant, par exemple, je pouvais même discuter longtemps avec le patient ou la patiente, tout seul, pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Or, maintenant, je sais que ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est comment faire pour que ça change. Bon, donc vous faites quoi? Vous donnez des médicaments? Vous donnez... Éventuellement, ou des méthodes comme l'hypnose ou la sexothérapie, ou de décomposer la sexualité oui, par... Ça me plaît assez, parce que moi j'ai vraiment compris maintenant, depuis pas mal de temps d'ailleurs, que finalement on va avancer plus vite en agissant sur le corps qu'en faisant parler les patients, quoi. C'est clair, c'est clair. On le sait sur des questions de vaginisme, par exemple. Vous pouvez prendre la femme pendant 10 ans en thérapie. Oui, c'est sûr. Alors que si vous lui faites faire des exercices voilà, exactement. avec des différents jouets qui sont spécialement faits pour ça, d'ailleurs, elle avancera plus vite. C'est ça que vous voulez dire? Voilà, exactement. Dans le vaginisme, en effet, la première chose que je fais, et presque la seule chose que je fais au départ, c'est que j'examine la femme, comme je suis gynécologue en plus, donc c'est logique de commencer par là. Mais l'objectif, c'est pas de l'examiner, c'est que cet examen-là lui parle. Et quand je dis lui parle, c'est-à-dire parle à son corps. Oui, que son corps, qu'elle comprenne ce qui fait que son corps fait du vaginisme. Voilà, et surtout comment il pourrait contourner l'obstacle. Oui, et il faut savoir, peut-être que les gens ne le savent pas, mais il peut y avoir des vaginismes secondaires, c'est-à-dire qu'on peut être vaginique au début de sa sexualité, et puis on peut avoir une sexualité qui va très très bien, et puis tout d'un coup avoir de douleurs à la pénétration ou ne plus pouvoir être pénétré, et à ce moment-là, il faut très vite aller consulter, évidemment. Voilà, j'ai même vu une patiente qui avait eu des enfants, et que donc, Dieu sait qu'elle n'était pas vaginique à l'époque, et quand elle est revenue me voir, elle a eu un vaginisme secondaire. Et bon, c'est pas plus facile à traiter, mais au contraire. Quand les symptômes reviennent en force comme ça, c'est qu'il y a sûrement d'autres traumatismes qui n'ont pas été entendus. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, c'était l'émission d'hier avec Michel Ledoux, le corps, il parle. Et forcément, la sexualité, elle est très révélatrice de nos blessures, de nos rancœurs. On sait aussi que dans le couple, quand la sexualité va mal, ça veut dire aussi quelque chose de l'histoire du couple. Exactement. Et c'est ça qui est important d'entendre et de pouvoir aider, là seulement, pas une personne, mais les deux.
Bien sûr, parce que de toute façon, ça rejaillit sur l'autre. C'est d'ailleurs la phrase que j'adore et qui était peut-être pas si simple que ça à comprendre de Lacan, il n'y a pas de rapport sexuel. Oui. Parce que finalement, chacun y va de son désir, de son plaisir, et on croit toujours qu'on est à l'écoute du plaisir et du désir de l'autre, mais finalement, on n'est pas jamais sûr de l'avoir vraiment compris. Ben, quand on est isolé dans sa tête... et qu'on a eu du plaisir soi-même, on pense que l'autre a eu obligatoirement du plaisir, vu le plaisir qu'elle a pu me donner, mais en fait, c'est pas comme ça. Oui, comme on a toujours tendance à vouloir faire à l'autre ce qu'on croit qu'il faut lui faire, alors que ce serait bien de temps en temps de lui demander. Par exemple. On pourrait de temps en temps, comme ça, poser la question, au fond, je te fais ça, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu préfères? Voilà. Mais la communication sexuelle n'étant pas simple dans le couple... En fait, ce qui est le plus difficile, c'est que quand on demande aux patients, aux patientes, lui, il adore les caresses, par exemple, et elle déteste les caresses. Alors qu'il mais toutes les femmes aiment les caresses, enfin, Sylvain Mimoun. Oui, mais justement, c'est ce qui est écrit. Et dans les faits, mais il y a des femmes qui détestent. Et il y a des femmes qui détestent le cuni, elles ne supportent pas. Ah, bien sûr, ça fait partie des caresses vocales. Donc, c'est pas la majorité. Hein. Non, heureusement. Enfin, heureusement, je ne sais pas, c'est votre point de vue, Sylvain Mimoun. Je parle... Au nom des hommes. Au nom des hommes, voilà. Mais il y a aussi des hommes qui n'aiment pas la fellation. Hein. Je sais. Philippe Bruno, je vous assure, j'en ai connu. Non, mais je sais. Moi-même, étant pas du tout très friand de fellation au départ, même si j'ai appris après à aimer un peu ou beaucoup ça, en fait, là encore, si on a trouvé du plaisir dans une certaine pratique, on peut cultiver ce plaisir et augmenter ce plaisir. Bon, en tout cas, Philippe Bruno est rentré dans le studio, c'est pourquoi je l'ai interpellé, mais il sera là pour notre Sexy News, il nous parlera du dernier tabou. Alors là, je ne sais absolument pas de quel tabou il va nous parler, ça m'intéresse, parce que j'aime bien, enfin, de toute façon, on adore les chroniques de Philippe Bruno. Mais pour l'instant, on va faire une petite pause, et puis on va vous donner la parole, vous allez parler de votre sexualité, et puis dans un instant, c'est Eva qui sera avec nous, et on verra ce qu'elle a à nous raconter. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sylvain Mimoun est avec nous et n'hésitez pas à nous rejoindre. Sylvain Mimoun, vous avez beaucoup écrit, notamment Sexe et sentiments version homme, version femme. Vous persistez, hein, un homme et une femme, c'est pas pareil, même si aujourd'hui la société aimerait bien nous faire croire qu'il n'y a pas de différence. Bonjour Eva. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Sylvain, merci pour mon appel. Je vous en prie, on est ravis de vous recevoir Eva. Et donc, vous considérez que les hommes sont plus égoïstes que les femmes? Pas tous. Il ne faut pas faire de généralité. Mais bon, moi, j'ai un peu d'expérience. Je fais partie plutôt des sexagénaires maintenant. Et oui, je trouve y a que sexe les hommes sont dans plus... sexagénaire. C'est vrai. C'est là qu'on le découvre. Hein. C'est là qu'on explose, c'est sûr. Je trouve que c'est génial. Enfin, les gens qui pensent qu'après 50 ans, la vie sexuelle est terminée, que je les rassure complètement. Et je suis pas prête d'arrêter. Je vous encourage à ne pas arrêter, Eva. En fait, vous appelez pas Eva, vous appelez Lilith. Hein. C'est ça. Tout à fait. Vous avez tout compris. Non, je trouve que c'est pas ça. J'ai plein d'exemples dans ma vie où les hommes... J'ai eu un homme très généreux, c'était mon premier mari, mais je trouve que quand l'homme est généreux dans la vie normale, dans ses actes, dans la vie de tous les jours, en général, honnêtement, 9 fois sur 10, il est généreux dans l'amour. Par contre, des égoïstes chroniques, et j'en ai rencontré, sont forcément égoïstes dans l'amour. Du style, j'en avais un, c'était systématiquement, il faisait l'étoile de mer et aime-moi. Oui, là, ça va bien la première, deuxième, troisième. La 25e fois, je commence à en avoir marre. La 3e, je voudrais bien que lui fasse quelque chose aussi de temps en temps, quoi. Vous voyez, c'est... Voilà. Ou alors... Mais cela dit, Eva, j'entends ce que vous dites. C'est un peu vrai, mais c'est pas forcément totalement vrai, parce que ça dépend aussi de la pudeur, des inhibitions. Quand un homme est un peu inhibé sexuellement, même s'il peut être très généreux dans la vie, et puis sexuellement, être très coincé, non? Il peut avoir plus peur de toucher le sexe de l'autre, par exemple. Oui, mais là, c'est à nous aller... Enfin, non, je pense pas que ce soit de la pudeur. Non, mais je parle pas de cet homme en particulier. Hein. Peut-être qu'en effet, il était égoïste. Hein.
Bah, vous avez beaucoup d'hommes, vous leur dites je suis vraiment crevé ce soir, ils n'entendent pas le message. Il y a leur désir qui est présent, voilà. Et puis je sais pas, moi, si vous dites que je suis fatiguée, bon moi ça peut m'arriver d'être fatiguée, mais si l'homme commence à me caresser, etc., forcément je vais commencer à ressentir quelque chose. Et il me connaît bien, donc il le sait. Mais il va pas faire d'effort parce que lui c'est son désir Il fait quand même immédiat. l'effort de Voilà. vous caresser. Enfin, j'ai une expérience proche et il n'a pas pris le temps de faire quoi que ce soit. Il avait son désir, il avait son désir. Moi, j'étais fatiguée, donc je m'y suis pliée. Je me suis dit, allez, grossièrement, on passe à la casserole et puis on est tranquille. Et bon, c'est un peu dommage. Moi, ça ne me viendrait pas à l'idée de l'obliger à Bien faire sûr, quelque mais chose. la question qu'on peut se poser, justement, c'est, au fond, l'expression « je passe à la casserole », elle est quand même très, très forte et c'est terrible de l'entendre encore aujourd'hui. Mais on peut se poser la question, finalement, est-ce que ça vous arrange plus de passer à la casserole que de quoi? Que d'avoir qu'il vous fasse la tronche Oui. toute la soirée Voilà, tout à fait. Oui. Tout à fait. Exactement ça. Non, il faut polémiquer, expliquer, Sauf etc. que le problème, excusez-moi, je parle avec vous, mais je pense que ça peut aider les femmes qui écoutent. Hein. Sauf que de passer à la casserole, vous envoyez le message que au fond, vous êtes soumise, ou voire même que vous êtes d'accord pour avoir un rapport sexuel, et donc vous allez repasser à la casserole le coup d'après. Oui, mais vous avez tout à fait raison. Alors qu'à un moment donné, accepter de rentrer dans le conflit, c'est quand même faire avancer le couple. Et le couple, c'est une suite de compromis. Oui, mais c'est toujours pareil. Tandis que là, vous faites des concessions en passant à la casserole. Oui, c'est certain, mais j'ai l'impression qu'une vie de couple et en particulier sur le plan de vie sexuelle, c'est une série de compromis. Oui, mais le compromis, ce n'est pas la concession. Oui. Passer à la casserole, c'est une concession. Vous êtes d'accord, Sylvain Mimoun? Oui, il ne faut pas baisser les bras, c'est clair. Ni écarter Oui. les jambes. Oui, plutôt, en l'occurrence, effectivement. Oui, non, mais vous avez raison. sincèrement, Eva, il faut comprendre la différence. Bien sûr que le couple, c'est une suite de compromis. Et vous pouvez à un moment donné lui dire, écoute, je suis un peu fatiguée, mais bon, ok, je veux bien qu'on fasse l'amour, mais demain matin, tu me laisses dormir. Et puis, enfin, vous voyez, il faut qu'il y ait un échange. Si simplement parce que vous voulez pas qu'il vous fasse la tronche après, vous acceptez un rapport sexuel, quelque part, c'est vous donnez sans recevoir. Non, mais en l'occurrence, j'ai bien précisé, j'ai dit, écoute, ce soir, je suis fatiguée, ce week-end, on aura tout le temps, je te promets, on met les bouchées doubles, voilà. Mais bon, ça n'a pas suffi. Il était dans cet état-là, il avait envie d'aller jusqu'au bout. Et voilà, donc après... Ah, mais il avait les deux poignets cassés? Non, juste peut-être pas envie, lui, de faire d'efforts. Il avait son désir, il avait à réaliser son désir, il a réalisé son désir. Voilà. Bon, c'est comme ça. Mais je veux dire, sinon, c'est pas une personne égoïste du tout. Mais là, je pense que, bon, vu nos âges, quand il y a un désir, c'est déjà super. Et surtout de la part de l'homme, parce que bon, il n'a pas forcément toujours, il n'est pas toujours en état forcément de faire des choses. Non mais Eva, encore une fois, si vous étiez heureuse finalement d'avoir accepté ce rapport dont vous n'aviez pas envie, il n'y a pas de problème. Ce qui est important, c'est de savoir si vous vous êtes respecté. On peut aussi, pour faire plaisir à l'autre, passer à la casserole, entre guillemets, même si l'expression est un peu forte. Oui, Oui. Non, je comprends ce que vous dites. Oui, tout à fait. Mais c'est en ça que je dis qu'il y a toujours des compromis. Moi, je n'avais pas envie spécialement ce soir-là. Lui, il avait très envie. Je voulais lui faire plaisir, donc j'ai fait. D'accord. Voilà. À ce moment-là, il y a rien à dire. Mais vous voyez, c'est toujours important. Et comme on est écouté quand même par d'autres femmes, c'est important de bien que les choses soient claires. Non, mais vous avez tout à fait raison. C'est sûr. Mais bon, quand il y a des compensations par ailleurs, etc., et que justement, il y a la tendresse et tout ça, c'est pas grave. C'est pas non plus comme certaines femmes qui doivent suivre leur mari parce qu'il a une envie, un désir, et sans rien de côté. Oui, bien sûr. Si votre couple fonctionne bien et que de temps en temps, il a vraiment envie et que vous sentez qu'il a vraiment envie et que vous avez envie de lui faire plaisir, on est tout à fait d'accord, ça c'est tout à fait faisable. Bon. Et ben voilà. Est-ce que la réciproque serait vraie? Ça, on ne le sait pas. Merci Eva, en tout cas. Rare, je pense que c'est plus rare dans l'autre sens. Oui, je crois aussi. Quoique, j'entends de plus en plus quand même des femmes qui ont plus de désir que l'homme. Non, mais je sais. Et que les hommes se forcent un peu.
Si, je trouve que c'est quelque chose qui est en train de bouger quand même. Oui, mais justement, et c'est pas vécu de la même façon, parce que quand l'homme se force un peu, là pour le coup, c'est vrai qu'heureusement maintenant il y a des médicaments inducteurs d'érection qui leur facilitent la tâche, mais à ces hommes-là, mais la démarche est quand même la même, quoi. C'est-à-dire que c'est... Alors la démarche est la même, mais parfois les raisons ne sont pas les mêmes. J'ai souvent entendu l'homme qui se force un peu pour pas qu'elle aille voir ailleurs, alors que la femme se force un peu pour faire plaisir. C'est peut-être une différence, non ? Ça pourrait, mais je pense qu'il y a des hommes qui le font pour faire plaisir aussi, hein. Mais la question, c'est que, en fait, à partir de là, est-ce que de faire quelque chose que parce qu'on a peur que l'autre aille ailleurs, on prend tous les risques quand même. Oui. Bon, allez, on fait une petite pause et nous retrouvons Philippe Bruneau qui nous a rejoint pour notre Sexy News. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Sylvain Mimoun, je ne vous présente pas Philippe Bruneau. Vous êtes deux vieux collègues. Voilà, exactement. Quand on dit vieux, ça veut dire que vous vous connaissez depuis longtemps. Hein. Exactement. Je ne me permettrai pas, sinon. Surtout que Philippe Bruneau, il rajeunit. N'est-ce pas? Mais ça, Merci, c'est un private joke entre nous. Le dernier tabou. Alors, c'est lequel, le dernier tabou? Je veux savoir. Le dernier grand tabou, vous allez le savoir, mais progressivement. Brigitte, la littérature a toujours été pionnière dans l'exploration des limites de la vie, de la mort, du sexe, de la morale. C'est ce qui lui a d'ailleurs toujours été reproché. La censure était faite pour cela. Et on se souvient, par exemple, Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Son éditeur, en 1857, a dû retirer 6 poèmes. C'était en 1857, ils n'ont été rétablis qu'un siècle plus tard, 1949. On peut se rappeler, ou du moins les gens ne s'en souviennent pas, un an plus tôt, en 1856, les démêlés avec la justice de Flaubert et de son éditeur, la Revue de Paris, qui allait faire paraître Madame Bovary en feuilleton. L'interdit avait été posé, c'était dit explicitement, pour atteinte aux mœurs, à la morale publique et à la religion. Alors, oui, parce que Madame Bovary, elle avait pris un amant. Elle avait pris un amant. Oui. Mais vous allez voir, surtout, le détail est intéressant. L'interdit a été posé pour atteinte aux mœurs, à la morale publique, à la religion, et l'éditeur s'en est sorti en proposant une nouvelle mouture, en enlevant certaines scènes trop intimes, et surtout avec la suppression des mots, très précisément, adultère, concubine, fille, concupiscence. Flaubert fut acquitté, mais profondément meurtri. Donc, ces problèmes de censure se sont arrêtés en 1881. La loi, la censure disparaît officiellement. Il y a 2 commissions qui existent depuis lors. Une commission de contrôle des films cinématographiques en 1945 et puis surveillance des publications destinées à la jeunesse. Alors, je voudrais parler simplement de 2 publications récentes. Elles sont chez le même éditeur, c'est tout simplement Gallimard, parce que ce sont des textes peut-être importants et intéressants. La toute récente publication, parution de Guerre, le roman de Céline, étonnamment retrouvé, a été rendu possible par la notoriété de son auteur et l'époque actuelle de sa publication. La crudité du texte et du propos est dans la droite ligne des 2 précédents et premiers ouvrages de Céline, Voyage au bout de la nuit en 1932, Mort à crédit en 1936. Il écrit Guerre juste au milieu, vraisemblablement en 1934. C'est un texte de premier jet, ça fait 120, 130 pages. C'est écrit d'une façon bouleversante. Il est blessé en 1914, il est dans un hôpital, il souffre. Et d'une certaine façon, c'est un texte de premier jet écrit dans un style très direct. Il décrit la chair broyée par la guerre, les corps meurtris, les tripes à l'air libre, et tout aussi librement la permanente obsession sexuelle des poilus en mal de vie. Je vous cite un passage de Céline. « Je lui attrape la bouche, les 2 lèvres, je lui suce les dents, entre les dents, la gencive avec le bout de ma langue, ça l'a chatouillée, elle était contente. Ferdinand, qu'elle murmurait, Ferdinand, vous m'aimez un peu? Fallait pas parler fort, car les autres faisaient seulement semblant de ronfler. Ils se branlochaient, baoum, baoum, à l'extérieur, à travers la nuit. Il y avait un canon continu, et il fait un parallèle entre la masturbation et le canon.
à 20 kilomètres peut-être plus près. J'y embrassais les bras pour changer, je lui mettais ses 2 doigts dans ma bouche, je lui mettais moi-même l'autre main sur mon zozo. Je voulais qu'elle tienne à moi la garce. Je lui ressuçais toute la bouche encore. J'y aurais rentré la langue dans le trou du cul. J'y aurais fait n'importe quoi, bouffé ses règles pour que le mec du conseil de guerre y soit baisé. Il est évident que ce texte n'aurait pas pu paraître à l'époque. Il est également évident que la liberté éditoriale le permet aujourd'hui. Alors, quelles sont les limites aujourd'hui à la censure, puisqu'on peut publier beaucoup de choses qui étaient licencieuses? Quels sont encore les tabous en matière de sexualité? La masturbation, je l'ai moi-même célébrée en 1997 avec mon éloge de la masturbation. Elle est toujours assez taboue. On en parle, ça se montre pas trop. Mais je dirais la masturbation féminine est encore assez tabou, quoique ça a été beaucoup plus décrit aujourd'hui. Mais une grande pudeur, voire un réel tabou, semble encore recouvrir la libre sexualité du sujet âgé. Comme si elle n'existait pas, vous ne trouverez pas de texte là-dessus, il n'y a pas de description, et surtout la jouissance du sujet âgé. Alors je voudrais vous parler, pour terminer, et pour faire un contre-champ de ce texte de Céline, le très beau 2e roman de Geoffrine Donadieu, s'appelle Chienne et Louve, qui vient de paraître, qui est d'ailleurs même encore, je crois, dans l'une des listes des grands prix littéraires. Chienne et Louve défie cet interdit. Alors l'histoire, c'est que Romy, qui a 20 ans, arrive à Paris, rêve d'être comédienne. Pour subsister et payer le cours Florent, elle travaille dans un club de striptease, à Pigalle. Odette, vieille fille de 89 ans, la loge comme contre un loyer modique et un peu de compagnie. String à paillettes et crucifix vont devoir faire bon ménage. 2 femmes s'apprivoisent et nouent une relation intime, tout d'abord affective, puis charnelle, dans la scène de la douche que je vais vous décrire, qui a pu gêner certains lecteurs, certainement en raison de cette pudeur de la sexualité du grand âge, même si elle est désirée et surtout si elle est jouissive. Je cite ce court passage pour terminer. C'est Romy qui parle, donc elle a 20 ans, et elle parle d'Odette qui a 89 ans. J'attrape ma fleur de douche, l'humidifie. Odette ferme les yeux, penche la tête, entr'ouvre les lèvres. Je presse la fleur au-dessus de sa bouche. Son visage retrouve des couleurs. Ses rides s'estompent. Ses paupières se défroissent. Je survole sa nuque, ses aisselles, son buste. La mousse remplit les creux, camoufle les taches de vieillesse. Je m'attarde sur ses seins. Ses doigts se cryptent autour de la barre d'appui. Je descends au niveau du nombril, imperceptiblement elle écarte les jambes. J'y glisse ma fleur, effectue un frottement régulier. Son autre main agrippe mon épaule. Je ralentis le rythme. Son bassin se tend vers moi, j'accélère. Ses orteils se recroquevillent, ses paupières oscillent, son ventre se soulève. On perçoit combien cette très sensible écriture peut gêner les limites de notre réserve intérieure. Ce que nous n'osons pas appeler censure, c'est certainement, à mon sens, le dernier grand tabou que nous avons. Oui, sans doute. Encore que, en ce moment, dans la littérature, on regarde s'il n'y a pas trop d'allusions qui pourraient être mal vécues avec le fameux walking qui veille. Hein. Bien sûr, mais on ne parle pas de sexualité, là, évidemment. Mais oui, la sexualité des personnes âgées est un vrai tabou, bien sûr. Et de la jouissance. Et ce texte-là, je dois dire, a posé presque un problème éditorial. Mais en tout cas, ils se sont interrogés sur ce passage qui pouvait blesser, gêner. Choquer on même. Est à la limite. Oui, on est à la limite de choquer certaines personnes, un peu comme si on ne devait pas parler de la sexualité des sujets âgés. Parmi les gens âgés qui auraient pu écrire réellement de la sexualité, c'est Henri Miller. Et, parce que quand il a écrit ces trucs, il n'était pas jeune. Hein. Donc... et il a été très clair, même quand il était plus jeune. Bon, en tout cas, c'est un tabou qu'on peut faire tomber, peut-être, en parlant et en continuant à l'évoquer. Moi, je sais que j'entends vraiment des personnes qui ont plus de 70 ans, parfois témoigner, et qui ont une sexualité très épanouie. Hein. À part dans votre émission, Brigitte, on parle
Bien sûr, parce que des personnes âgées, des femmes très âgées peuvent dire, d'ailleurs c'était le cas tout à l'heure, vont dire mais moi je jouis, j'ai envie de vivre ma sexualité, j'ai 70, j'ai 80 ans bien sûr, mais en dehors de Oui, choses très particulières, je pense que il y a un tabou surtout d'une jouissance un petit peu comme si la jouissance n'appartenait qu'à la jeunesse. Et même si on a transcendé un peu ça, moi je crois que c'est encore Oui, une réserve. je suis d'accord. Je suis quelque d'accord chose de avec vous. gênant. On a encore un chemin à faire parce qu'on est encore dans un inconscient comme ça collectif. La sexualité, ça sert à se reproduire et la vieillesse, on va pas se reproduire quand on est vieux, quoi. Oui, Enfin, presque avec l'idée. Et pourquoi il n'y aurait pas une fin de la sexualité? Mais pourquoi y en aurait-il une? mais oui. C'est-à-dire qu'on connaît, et j'ai suivi aussi des patients de plus de 90 ans, hommes et femmes, avec une sexualité très épanouie, même si d'autres en ont moins ou n'en ont plus. Bien sûr. Mais par contre, la sexualité ne s'arrête pas. Non, exactement. Elle Moi, poursuit. pour ma part, je reçois toujours des patients et patientes qui ont, pour le plus âgé, il avait 99 ans. Ben voilà. Il y a peut-être des positions à éviter. Voilà. C'est ça, c'est Qu'ils éviteront d'eux-mêmes. Sur le hamac, c'est peut-être plus utile, mais à part ça. C'est vrai que, oui. Il faut s'interdire une part du Kama Sutra. Oui. La brouette, surtout. Oui, oui. Merci beaucoup Philippe Merci, Bruno. Roger. Comme toujours, on vous retrouve. Merci, Et on vous Philippe. retrouve bien sûr sur le blog du Monde. Et puis on vous retrouve dans vos romans, notamment le dernier, Voilà. Taxi Thérapie, qui est actuellement aux éditions Les Arènes. Merci beaucoup. Serge, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour à votre invité Sylvain Mimoun. Bonjour. Donc vous allez répondre à 3 questions, puis après vous pouvez en poser une à Sylvain Mimoun. Première question, est-ce que vous aimez la fellation, puisqu'on en parlait tout à l'heure? La recevoir, oui. C'était bien ça le sens de ma question, Serge. Vous aimez, mais beaucoup, ou comme ça Non, j'aime bien. Bien, mais c'est pas non plus. Alors beaucoup. Beaucoup. D'accord. Bah, dites-le franchement. Il Ouais, n'y a pas de problème avec ça. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Deuxième question, dans la sexualité, ça vous arrive d'être un peu dominé ou vous préférez être dominant? Ça Toujours. m'arrive d'être un peu dominé, mais pas très longtemps. Je suis plutôt dominant, oui, tout à Oui, vous préférez. Voilà. fait. Ouais. Bon, et dernière question, combien de fois par mois avez-vous besoin de faire l'amour? Considériez-vous que vous avez besoin de faire l'amour? J'ai dit par mois, comme ça vous laisse... J'avoue que j'ai pas, je compte pas, c'est un peu à l'instinct, ça dépend des mois, ça dépend des... D'accord, mais c'est des plutôt 2 partenaires, fois mais- ou 10 fois? Entre les deux, 5 on fois va dire ouais, c'est ça, une fois par semaine, des fois 2, des fois 3, mais disons sur une moyenne, on va être plutôt sur 1 à 2 fois par semaine. Ouais. D'accord. Eh bien, vous pouvez poser une question à Sylvain Mimoun, il vous écoute. D'accord. Alors, ma question va un petit peu dans le thème que l'on avait. En fait, on connaît un petit peu la prépondérance des hommes à rechercher des femmes plutôt plus jeunes qu'eux. Et ma question, c'était est-ce que les femmes qui sont avec des hommes plus âgés cherchent autre chose ou une recherche plus élargie qu'uniquement le bien-être matériel, quoi? Alors, Je sais pas si j'ai bien été clair. Oui, je dirais que la réponse, elle est obligatoirement très ouverte. Parce que on peut trouver toutes sortes de réponses. Il y a des femmes qui cherchent des hommes plus âgés parce qu'ils ont plus de moyens, Ouais. financiers, je veux dire. Et à partir de là, ça va être une motivation pour elles, même semi-consciente. Et puis, en fait, c'est vrai que l'avantage de l'homme plus âgé, c'est qu'il prend son temps. En fait, on oppose assez souvent la sexualité de l'homme très jeune, enfin adolescent ou post-adolescent, avec l'homme plus âgé ou voire très âgé. Et la différence réelle, c'est que le second prend son temps et donc met plus de temps à jouir, mais en même temps adore plus les caresses et fait du coup plus de caresses à la partenaire. Et c'est ça ce qu'une femme va chercher chez lui.
Ça peut être rassurant, un homme plus âgé pour une jeune femme. Enfin, il y a plein de choses. Oui, parce que, en fait, soit si elle n'est pas dégoûtée parce qu'elle se dit, ah là là, il est trop vieux pour moi, etc., si elle passe là, elle passe cela, à ce moment-là, ça vaut le coup pour elle d'être dans une vraie relation. Et il y a beaucoup de femmes... enfin, elles pas sont... uniquement vénales, quoi. Ben non, non, pas vénalement, sans être payées pour le geste, mais quand elles sont là-dedans, elles vont se laisser aller à profiter de chaque instant. D'accord. C'était une question intéressée, Serge ? Pas plus que ça, mais c'est vrai que, bon, d'une manière générale, les femmes plus jeunes que moi, je les trouve plus attirantes. Comme beaucoup d'hommes. C'est logique. Oui, comme beaucoup d'hommes, bien sûr. Alors bon, la question, c'est effectivement toujours ça. Est-ce que c'est uniquement le bien-être, le confort qu'on peut apporter, ou est-ce que derrière, on peut espérer un peu plus que cela, quoi. Mais ça peut être rassurant pour une femme de choisir un homme plus âgé, parce que elle se dit, comme ça, il va pas en regarder d'autres. Enfin, il y a vraiment beaucoup de raisons. Sylvain a raison. C'est une question très ouverte qui nécessite du cas par cas, comme on dit. Merci Serge, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Une petite pause et on continue à évoquer l'égoïsme partagé, ou pas d'ailleurs. Et c'est Dominique qui nous retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sylvain Mimoun est avec nous. Nous évoquons la sexualité du couple. N'hésitez pas, si vous avez des petits soucis de sexualité dans votre couple, vous avez envie de mieux comprendre. On est là pour éclairer peut-être ce qui se passe sous la couette. Bonjour Dominique. Oui, bonjour Brigitte et Sylvain. Bonjour. Bonjour. Alors, enchantée. Vous avez eu une relation justement où votre homme ne voulait absolument pas faire de préliminaire, c'est ça ? Oui, alors oui, effectivement, dans une relation ancienne où il y avait un certain, si vous voulez, manque d'attention auprès de moi en l'occurrence, et donc ça a nécessité, si vous voulez, une capacité pour moi de l'accepter déjà, puisque on est tous différents, je pense. Et de faire en sorte de cultiver ma libido pour pas perdre le désir de l'autre, vu que je donnais beaucoup et que finalement je recevais pas autant. Donc ça nécessite un travail sur soi quand même pour l'accepter et bien le vivre, puisque ça remettait pas en question la qualité de nos relations sexuelles, j'ai envie de dire. D'accord. Vous étiez heureuse sexuellement, même si vous n'aviez pas ce que vous auriez aimé avoir? Oui, dans la mesure où c'était plutôt, ça concernait plutôt, l'étape préliminaire, caresse, etc. Oui. Et c'est vrai que ça permet de faire monter l'adrénaline, comme on le sait, avant de passer à l'acte en lui-même. Et au final, il fallait apprendre peut-être à se priver de cette étincelle et puis d'aller la chercher ailleurs. Après, il y avait d'autres échanges qui se faisaient, mais ils étaient moins, si vous voulez, moins physiques et moins liés à cette étape qui quand même est importante. Enfin, c'est vous qui allez me le dire d'ailleurs, ce sujet. Ce que vous en pensez. Non. Moi, je vais vous écouter et essayer d'interpréter ce que vous me dites, mais je ne vais pas vous dire ce qui. Non. Est-ce que c'est bon? D'abord, c'est une relation qui allait bien en dehors de la sexualité. Ah oui, tout à fait. Et même, comme je vous le disais, même dans le cadre de la sexualité, sauf que il fallait apprendre finalement à plus donner que recevoir. Donc après, l'équilibre, on essaye d'aller le chercher ailleurs, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez pu avoir votre plaisir de cette façon-là, de part et d'autre, vous avez l'impression que si vous aviez eu ça, vous n'auriez pas cherché autre chose. Ça suffisait. Mais est-ce que vous aviez justement du plaisir et de la jouissance quand il vous faisait l'amour? Oui, bien sûr. En fait, je vais faire un parallèle, par exemple, avec d'autres relations où j'ai pu justement recevoir plus que j'ai donné. C'était pas forcément des relations plus épanouies sentimentalement et sexuellement. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Oui, c'est pas parce qu'on a du plaisir qu'on est plus amoureux. Hein.
En fait, le fait de lui accorder ce qu'il avait envie de vivre sexuellement, ça vous remplissait. Voilà, tout à fait, oui, puisque je me nourrissais de ça justement pour cultiver mon envie de lui, mon désir, et puis... Dans votre psychisme, quelque part, vous deveniez sa chose. Quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif. Hein. Complètement. Et vous acceptiez d'être sa soumise au sens général du terme. Hein. Je parle pas de rapport SM. Et ça vous donnait une satisfaction. Vous étiez ravi d'être la femme qu'il désire et de lui accorder ce qu'il désirait. Tout à fait. Alors c'est vrai que la question par contre que j'aurais envie de vous poser, c'est de quelle façon j'aurais pu par exemple le ramener à moi et si vous voulez à obtenir peut-être un peu plus de préliminaire, je sais pas. En fait, Dominique, vous expliquez quelque chose que je dis souvent. La femme est souvent se veut désirable. Et donc, elle est dans le désir de l'autre. Et quand vous êtes comme ça, vous êtes dans le désir de cet homme, et du coup, vous vous sentez désirable. Et c'est ça qui vous a permis de vous sentir rempli. Sauf qu'à un moment donné, vous avez quand même fait l'impasse sur quelque chose qui est du plaisir pour vous et de la satisfaction sexuelle pour vous. Oui, sûrement après. Et aussi, en fait, ce qui, dans votre cas, comme chez beaucoup de personnes et beaucoup de femmes en particulier, le plaisir ne vient que si elles sont à un moment donné concentrées que sur elles-mêmes. Ce qui est le thème de l'égoïsme partagé. Si elles arrivent à se concentrer sur leur clitoris et leur zone sexuelle, à ce moment-là, elles peuvent être complètement satisfaites elles peuvent jouir, quoi, en clair. Alors, puisque vous me demandez un conseil, Dominique, je vais vous le donner. Je crois que dans ces cas-là, quand un homme ne veut pas faire de préliminaire, il y a forcément différentes raisons. Il n'y a pas une raison toujours la même. Hein. Mais on va pas venir sur les raisons qui font que. Moi, je dis souvent qu'à ce moment-là, il faut que la femme se pose en tant qu'être qui a envie d'avoir du désir lors des préliminaires et qu'elle impose à l'homme de pouvoir se caresser, voire avec un jouet, et de l'obliger à subir ce que vous allez vous faire à vous-même. Ce qui va provoquer chez l'homme un électrochoc, parce qu'en fait, alors ça peut l'exciter, et donc ça peut déclencher son envie de vous faire plaisir, et donc de participer, ou ça peut le renvoyer à quelque chose qui parle de lui. Mais en tout cas, ça va provoquer quelque chose, et ce sera beaucoup plus efficace en effet que de communiquer verbalement. Oui, je comprends. Ouais. Vous voyez ? Alors après, vous pouvez faire semblant de vous donner du plaisir si vous n'y arrivez pas parce que vous avez du mal à vous donner du plaisir devant quelqu'un, enfin, qu'importe. Mais vous lui imposez quelque chose qui va de toute façon le faire réagir. Oui, ça peut lui donner envie de me procurer la même chose, du coup, sur le moment. Oui, ou en tout cas, ça va provoquer quelque chose. Ça va faire bouger la relation sexuelle du couple. Et c'est ça qu'il faut faire, parce que sinon... Oui, quand je vois un homme en consultation, je peux lui dire, mais à vous de lui demander, à votre partenaire, j'aime que tu te caresses parce que c'est ça qui m'excite, par exemple. D'accord. Voilà. Oui, c'est sûr que c'est mieux que de lui dire caresse-moi, quoi. Je comprends. Bah oui, parce que s'il veut pas, de toute façon... En fait, votre histoire, c'est est-ce que je suis excité ou non ? Et donc, pour aller directement du côté de l'excitation, on peut utiliser ce stratagème-là. Merci Dominique en tout cas. Merci d'avoir participé à cet égoïsme partagé qui est l'émission du jour avec Sylvain Mimoun. Petite devinette avant les infos, quelle est la différence entre jeunesse et vieillesse ? C'est la devinette qui me vient évidemment après la chronique de Philippe Breneau. On se retrouve tout de suite après les infos. N'hésitez pas vous aussi à nous rejoindre 0826 300 300 comme tous les vendredis aussi. On va rêver dans la deuxième heure et puis on va parler de la caresse également. Enfin bref, encore beaucoup de choses à dire et bien sûr c'est vous qui pouvez les dire, ces choses.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous sommes toujours avec Sylvain Mimoun, gynécologue, andrologue. Vous occupez à la fois des organes génitaux féminins et masculins et vous aidez à ce qu'ils se rencontrent, évidemment. Et pour qu'ils se rencontrent bien, c'est dans un égoïsme partagé, le titre de ce livre qui a eu un sacré succès, peut-être aussi grâce au sous-titre, Le secret des couples heureux. Alors, quelle est la différence entre jeunesse et vieillesse? Vous avez une idée, Sylvain Mimoun? Oui, c'est le temps qui passe. Non, mais le premier, il a 4 membres souples et un raide. Et le deuxième, le vieux, donc, il a 4 membres raides et un souple. Voilà, bah oui, je crois qu'il y en a beaucoup qui m'ont comprise. Bonjour Émilie. Bonjour, j'aime beaucoup votre blague, j'en rigole encore. Bah oui, bah oui. Bonjour Brigitte et bonjour Monsieur Mimoun. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, j'aime beaucoup le terme d'égoïsme partagé, parce que c'est ce que je voudrais étendre, en fait. Je pense qu'effectivement, c'est l'objectif. Et moi, je me rends compte que je suis dans le plutôt vouloir faire plaisir. Et mes derniers partenaires que j'ai eus étaient plutôt aussi dans vouloir me faire plaisir. Et en fait, ça marche pas du tout, comme ça. C'est mieux que ne pas vouloir faire plaisir. Deux qui veulent pas faire plaisir, ça marchera pas du tout. Ça marchera pas du tout. Oui. Mais moi, du coup, je vois que l'autre veut me faire plaisir. Moi, et en fait, c'est trop dans le mental. Et je trouve qu'il y a derrière une question de... Alors, c'est pas vraiment de la performance, mais il faut absolument y arriver, quoi. Et du coup, en tout cas pour moi, ça m'empêche d'être dans mes sensations. Je me rends compte que du coup, je ne suis pas assez dans mon égoïsme et dans mes sensations. Et du coup, ça foire. Ben oui. Voilà. Et alors, quand ça foire, est-ce que vous lui demandez autre chose ou quelque chose de plus précis? Et voilà. Et c'est là où le bas blesse, c'est que je n'ose pas. Parce que j'ai pas envie d'être castratrice ou de vouloir baisser ou de vouloir passer pour la femme qui est chiante. Oui, mais le pire, c'est que... Non, mais là, ce sont que des adverbes qui vous jugent. Tout à fait. Non, mais ce que vous avez dit, c'est qu'il y a aussi dans l'envie de vous faire plaisir, Émilie. Donc, ça veut dire que vous ne lui accordez pas le plaisir qu'il a envie de vous donner. C'est vrai. Si on va au bout de ce que vous dites. De cette question, exactement. Vous voyez ? Donc, quelque part, vouloir absolument faire plaisir à l'autre sans accepter qu'il nous fasse plaisir, c'est quelque part vouloir rester dans le contrôle. Waouh, oui. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas lâcher. Ah, waouh. Oui, effectivement. Vous voyez ? Donc, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est que quand vous êtes comme ça tout le temps dans le contrôle, en voulant lui faire plaisir, hein, je n'enlève rien à votre générosité, c'est pas ce que je veux dire. Mais forcément, vous pouvez pas lâcher. Donc, si vous pouvez pas lâcher, vous pouvez pas être dans votre ressenti. Et donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Une peur. Et quelle est cette peur ? Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez pour pouvoir avancer. Au fond, si il vous fait plaisir, si il vous donne un orgasme, si il vous permet de laisser votre corps jouir par tous les pores de votre peau, vous seriez totalement dépendante effectivement de lui. Exactement ça. C'est exactement ce qui me vient. Quand vous me demandiez quelle était la peur qui était derrière. C'est exactement ça. Vous voyez ? Donc on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de l'affection et pas de la sexualité finalement. Tout à fait. Je vais vous poser une question si vous voulez bien. Si jamais il vous disait « caresse-toi et j'aime te voir jouir », est-ce que vous le feriez plus facilement que si il essaye et que ça ne marche pas comme vous voulez? Ce serait difficile aussi. Et toute seule, vous y arrivez? Alors, oui, mais de manière mécanique, en fait. C'est déjà pas mal. Pas en me caressant, et j'arrête que d'une certaine manière. Oui, mais ça, c'est assez fréquent chez certaines femmes. C'est pas grave, ça. Mais vous arrivez à avoir un orgasme. Oui. Bon. Donc, mais avec lui, c'est pas possible. Non, c'est rare, très rare. C'est rare, mais ça arrive quand même. Ça m'est arrivé. Pour l'instant, je suis célibataire, mais ça m'est arrivé. Mais c'est rare.
Et c'est parce que justement vous observez. Exactement. Hein, on est d'accord. Exactement. Et c'est ce fameux, bon, j'aime le mot lâcher prise qui est un peu galvaudé, mais se laisser aller. Et c'est encore d'autant plus, il faut laisser aller. Oui, mais je crois, je suis d'accord avec vous, on parle de lâcher prise un peu à toutes les sauces, mais en même temps, le mot est quand même très fort. Vous savez, je crois, Émilie, qu'il y a la différence fondamentale entre la femme et l'homme, c'est que quoi qu'il en soit, nous, on va recevoir sur un plan anatomique et l'homme va prendre. Quoi qu'on en dise, on peut bien sûr se mettre dans la position de l'Amazone, mais de toute façon, on doit recevoir. Et pour qu'on puisse accueillir le membre puissant de l'homme, il faut qu'on soit capable de s'ouvrir, il faut qu'on soit capable de s'abandonner, il faut qu'on soit capable de se laisser aller à cette agression quelque part qui ne nous fera pas de mal. Si on n'est pas sûr de pouvoir s'abandonner sans se faire mal, on ne peut pas recevoir. C'est juste. Donc tout ça parle forcément de vous, ça parle de votre relation à votre féminité, ça parle de votre relation aux hommes, et c'est ça qu'il faut faire avancer tout doucement. Voilà, qu'il faut apprivoiser déjà dans la relation et après dans le rapport. Et comment cheminer là-dessus ? Comment cheminer. Ouais. En laissant les flammes surgir dans votre corps. En vous focalisant sur votre plaisir. Là, pour le coup, vous isolez dans votre corps. Et votre plaisir du corps, de votre propre corps. Mais c'est compliqué parce que sur un plan comme ça, purement mécanique, sexuel, je pourrais vous dire, en prenant un homme objet et en lui demandant de s'occuper de vous et puis en vous laissant vous abandonner entre ses lèvres, ses mains, ses doigts et sa verge. Mais qu'il y ait d'enjeux émotionnels. Déjà, oui. Et voir qu'est-ce que vous ressentez. Et voir si c'est possible pour votre corps de se laisser aller. Et puis s'il y a un enjeu émotionnel, parfois ce qui peut marcher, je ne dis pas que ça marchera pour vous, mais c'est accepter qu'on nous bande les yeux, voire même qu'on nous attache les mains pour qu'on soit complètement passive. Oui. Et à ce moment-là, on est déjà, de par la situation réelle, plusieurs sens, on est déjà dans une soumission. Oui, et la dernière fois, ça a été très compliqué. Donc, c'est un exercice à réessayer. Oui. Et puis travailler, alors là c'est de vous à vous, travailler sur ce que c'est que la réceptivité du féminin, la manière dont votre mère a parlé des hommes, la manière dont vous avez eu vos premières expériences, la manière dont quand vous étiez adolescente vous vous êtes sentie un peu agressée par les pulsions des jeunes hommes qui sont parfois en effet très, très brutales. Vous voyez, c'est tout ça qu'il faut réparer. Il faut que ça soit digéré, que ce soit réparé, cicatrisé. On est, quoi qu'on en dise, même si je ne suis pas une fervente défendante de MeToo, il y a quelque chose quand même à comprendre. Quand on est une jeune femme, oui, le jeune homme, il est parfois un peu agressif. Hein. Donc tout ça, il faut que vous fassiez la paix avec tout ce que vous avez traversé. Puis ensuite, il faut aussi que vous puissiez avancer sur ce que représente pour vous l'érection. Est-ce que c'est quelque chose de quand même un peu agressif, quelque chose qui montre le pouvoir? Enfin, vous voyez, la symbolique de l'érection, c'est intéressant. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que consciemment, j'ai aucun problème avec l'érection, avec la pénétration, avec mes expériences quand j'étais jeune. On était jeune, c'était comme ça, et puis voilà. Enfin, j'ai pas du tout de traumatisme entre guillemets. J'entends bien. Au contraire, j'aime voir une érection et j'aime être pénétrée. Enfin, j'ai pas de problème consciemment avec ça. C'est voilà. Mais il y a une part, mais je dirais presque en chaque femme, je pense. Il y a une petite part comme ça qui est blessée et c'est cette part-là qu'il faut réparer. Mais en fait, ce que je dirais moi, c'est que si
la meilleure réponse à votre question ou à votre attitude actuelle, c'est d'apprivoiser ça. Et apprivoiser en le faisant. C'est-à-dire en vous donnant plus facilement du plaisir, éventuellement, même si vous êtes avec un homme, mais qui est à côté de vous, indépendamment de la pénétration. D'accord. Laissez venir petit à petit, apprivoiser le fait qu'il y ait des caresses de vous sur vous, même à côté d'un homme. Et de cette façon-là, vous allez apprivoiser la situation. Ok. Je suis sûre que ça va faire son chemin. Oui. Oui, surtout que je sens que vous n'êtes pas loin, si je puis dire. Merci pour l'encouragement. Voilà. Oui, parce qu'il n'y a pas réellement quelque chose qui est bloqué. Hein. C'est juste que vous n'aviez pas compris que dans votre désir de faire plaisir, quelque part, c'est finalement un moyen de contrôler. De contrôler, tout à fait. Mais vous savez, c'est ce que je dis souvent, quand on préfère donner des cadeaux qu'en recevoir, quelque part, on garde l'emprise. Hein. Oui, exactement. Le véritable échange, c'est savoir aussi bien donner que recevoir. Et ça marche pour ça aussi. J'ai plus facilement à donner des cadeaux qu'en recevoir. Ou à donner des compliments qu'en recevoir. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, on n'est pas inquiet. La toute-puissance, vous laissez ça pour les autres, et puis vous profitez de la vie. Merci. Pour ce rappel d'humilité, ça va aider. Merci beaucoup en tout cas de votre confiance. Beaucoup. Merci à vous. Allez, on fait une petite pause et puis nous allons rêver dans un instant avec Marie qui va nous raconter son rêve. Je ne sais pas si vous demandez à vos patients de vous raconter leurs rêves de temps en temps. Eh bien, écoutez, vous allez pouvoir essayer de l'interpréter en même temps que moi et on se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et oui, nos rêves parlent de nous, n'est-ce pas, Sylvain Mimoun? Alors, je voulais juste revenir sur les rêves ou les cauchemars. En fait, on pourrait distinguer 3 sortes de rêves. Alors, il y a les rêves simples, presque sans déguisement, qui vont traduire un désir. C'est les rêves les plus faciles à interpréter, évidemment. Il y a des rêves plus complexes qui vont mériter une interprétation. Et puis, on a tendance à considérer le cauchemar comme quelque chose de négatif. Mais en fait, non, le cauchemar, ça va permettre aussi d'exorciser des événements qui, certes, ont été négatifs. Mais durant la nuit, notre psychisme va revivre tout ça et doucement, on va essayer de le digérer, de l'évacuer. Mais attention, parce qu'on ne voit pas toujours d'où provient le cauchemar, puisque lui aussi, il se déguise. Donc, lui aussi, il doit être interprété. Mais il faut pas... il faut pas voir le cauchemar comme quelque chose de négatif. Bien au contraire, parfois, les cauchemars sont plus intéressants encore que nos rêves. Oui, c'est comme si on excluait une tumeur ou quelque chose que l'on a en nous et qu'on ne veut pas et que l'on considère comme pathologique parce que ça nous gêne. Exactement. Bonjour Marie. Bonjour Brigitte et bonjour à votre invité Sylvain. Bonjour. Alors moi je ne sais pas si c'est un rêve avec certainement... vous venez de le dire et vous venez d'en parler, c'est comme si c'était un cauchemar. Ça, c'est revenu très souvent. Et alors, il est sous forme. Soit je suis embarquée dans un courant très rapide au bord de la mer, dans un courant de baïne très très rapide auquel je ne m'attendais pas. Et j'ai du mal, je suis emmenée très loin et j'ai du mal à revenir au bord. Soit c'est sous la forme d'une énorme vague qui m'arrive dessus et que je n'ai pas vu qu'elle était aussi haute, de 3-4 mètres de haut. Et des fois, je me dis, tu pourras jamais revenir à la surface, c'est pas possible. Et puis, je reviens quand même à la surface, mais alors là, c'est presque un cauchemar parce que la peur est là, quoi. À ce moment-là, au moment où je vois la vague arriver, c'est la peur, je suis submergée par la peur. Et puis finalement, je refais surface. Et je refais surface. Et donc ça, c'est arrivé, ou soit une fois, je me retrouvais tout à fait en haut de la dune et je voyais arriver un énorme tsunami, mais qui ne m'a pas atteint. C'est toujours ce genre de rêve qui m'est arrivé des dizaines de fois.
Bien sûr. Donc là, on voit bien que quelque part, vous avez du mal à garder les pieds sur terre, si je puis dire, hein, puisque vous êtes toujours embarqué, submergé par l'eau. L'eau qui est évidemment un symbole très féminin. Alors, bon, moi je ne sais pas, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce le fait que j'habite au bord de la mer, que je me promène et que je me baigne souvent, et le fait que à plusieurs reprises j'ai échappé à des noyades et j'ai été effectivement embarquée sur des courants puissants, ou même dernièrement cet été j'ai été inattentive, je suis tombée, j'ai plus eu pied, j'ai dû lutter dans des courants puissants. Est-ce que c'est à cause de ça? Alors, il est fort probable qu'il y ait un lien entre ce que vous venez de me dire et vos rêves. C'est-à-dire que il y a quand même chez vous alors de manière très inconsciente, hein, une capacité à vous mettre en danger. Oui, mais pourtant je fais très attention et je me retrouve en danger. Et c'est quelque chose que je ne comprends pas. Oui, mais j'ai bien dit qu'inconsciemment, vous vous mettez en danger parce que vous êtes au bord de la mer, vous connaissez les risques de la noyade. Et on a beaucoup parlé de grosses vagues, tout à l'heure, vous-même, vous avez reparlé de une vague, des tsunamis, etc. Donc, en effet, c'est l'époque actuelle. Et si vous regardez la télé ou les informations qu'il peut y avoir, en particulier en été, et ce sera un sujet qui va venir souvent dans votre... Mais peut-être, là, je pense à quelque chose, en vous écoutant, Sylvain Mimoun, qui peut-être peut vous parler, Marie. On parle aussi de la 8e vague, là. Oui, j'ai vu le film. J'ai vu le film. Non, mais là, je vous parle de la Covid. Est-ce que, par exemple, vous avez peur d'attraper la Covid? Non, pas du tout. Bon, donc ça n'a pas de rapport avec ça. Mais il me semble que vous avez du mal, en fait, à diriger votre vie. Pour parler plus clair et pour essayer de vous aider dans l'interprétation de votre rêve, vous avez du mal à garder les pieds sur terre et à avancer dans la direction que vous avez envie de prendre pour vous-même profondément. Et donc, vous avez toujours tendance à ce que... alors, évidemment, on est dans le féminin, là, hein, la mer, c'est le féminin. Donc, vous avez toujours tendance à vous laisser embarquer par quelqu'un qui va vous emmener là où c'est pas exactement où votre désir, vos propres désirs vous auraient emmené. Et pourtant, je résiste énormément. Embarquer par quelqu'un, c'est impossible. Non, mais vous résistez. Vous voyez, le mot, il est quand même fort. Ça veut dire que oui, ça veut bien dire qu'il y a des gens qui sont. Oui, mais dans mon cas, moi, il y a toujours autour de soi des personnes qui veulent vous emmener ou qui veulent vous contrôler. Ça existe. Enfin, moi, peut-être, je suis un peu plus vulnérable ou j'ai peut-être un entourage. Oui, mais c'est ce que votre rêve vous dit, Marie, tout simplement. C'est soyez plus apte à diriger votre vie et ne vous laissez pas embarquer ou submerger par les désirs des autres. Et puis prenez un peu plus soin de vous parce que vous vous mettez parfois un peu en danger. À mon avis, c'est vers ça qu'il faut que vous alliez pour comprendre votre rêve, enfin vos rêves. Bon, mais oui, ça peut correspondre à ce que vous dites parce que très souvent, j'ai dû m'occuper d'autres personnes, forcées et contraintes, je dirais, par des devoirs familiaux. Mon médecin traitant me disait « Vous êtes une femme de devoir ». Mais oui, donc, et vous commencez à en avoir un petit peu marre, là. Eh ben oui. Bon, prenez la vie un petit peu... Donc, quand vous dormez, ça vient se libérer dans votre tête, si je puis dire. Exactement. Accordez-vous des petits plaisirs au quotidien. Oui. Oui. Mais j'ai des contraintes aussi. Peut-être ça aussi. Oui, mais le mais, il est en trop.
Bien sûr on a tous des obligations, mais il ne faut pas que ce soit plus que... Pas que la contrainte soit trop lourde. Il ne faut pas que ça étouffe nos désirs, en fait, voilà. Exactement. Bon, mais j'ai compris ce que vous vouliez dire, ça correspond exactement à la situation. Bon. C'est peut-être pour ça, et c'est une situation qui dure, c'est peut-être pour ça que je fais ces rêves. Voilà. Exactement. Oui, c'est probable. C'est fort probable. Merci Marie. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Au Vous revoir. avez bien décrypté. Au revoir, on essaye. Au revoir. Merci Marie. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil. Je vous propose un jeu de souvenirs. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Sylvain Mimoun, je propose un petit jeu à faire ce week-end, le jeu des souvenirs. Vous savez, même si votre histoire vient de commencer, il y a forcément déjà des souvenirs communs. Dans un couple, il y a déjà des... Et alors, profitez d'un petit moment à deux pour voir si vous avez les mêmes références. Chacun note, par exemple, ses 3 meilleurs souvenirs, chacun de son côté. On se consulte pas. Et puis ensuite, on joue à aider le partenaire à retrouver celui qu'on a mis en numéro 1. Et il a le droit de poser des questions, et puis vous répondez par oui ou par non. Il doit trouver le meilleur souvenir que vous avez noté et puis ensuite c'est au tour de l'autre, etc. Et puis après, vous aurez trouvé tous les 3 souvenirs de chacun. Il y aura certainement peut-être un souvenir ou 2 communs. Enfin, j'espère. Mais qu'importe en fait. Le jeu, c'est vraiment de se remémorer ces souvenirs. Et vous verrez que vous n'avez pas forcément gardé les mêmes détails en mémoire. Par exemple, comment vous étiez habillé ce jour-là, quel jour c'était de la semaine, etc. Mais ça n'a aucune espèce d'importance. Ce petit jeu, a priori, qui est tout à fait anodin, ça va vous rapprocher beaucoup plus que vous ne l'imaginez, parce que dans un couple, quand on parle des belles choses qui nous sont arrivées, donc les souvenirs, les beaux souvenirs, c'est forcément des choses qui ont eu de la force, qui ont créé de l'amour, de l'affection, eh bien ça renforce l'amour du couple. Donc c'est un jeu qui est vraiment gagnant-gagnant, et il ne faut pas s'en priver. Vous êtes d'accord ? Je suis tout à fait d'accord. Bon, et puis si en plus vous pouvez vous caresser, grâce à la force des caresses, vous allez voir que vous allez passer un week-end merveilleux. La force des caresses, prendre soin des plus fragiles avec le cœur, c'est aux éditions du Rocher. Véronique Lefebvre des Noëttes est avec nous. Alors vous êtes spécialisée en psychiatrie du sujet âgé, et vous accompagnez depuis plus de 30 ans avec tendresse et passion les patients dans les grands services de gériatrie de France. Alors justement, dans la première heure, nous avions Philippe Breneau qui était avec nous, que vous connaissez peut-être, qui parlait du tabou des personnes âgées, de la sexualité des personnes âgées. Et votre livre est vraiment... je dirais, alors il ne parle pas de la sexualité des personnes âgées, mais il parle justement des personnes âgées qui ne sont plus touchées. Vous dites bien, on est touché quand on est jeune, bébé, et puis il y a un moment, on n'est plus touché, quoi. On n'est plus touché parce que notre société n'est pas bienveillante vis-à-vis des personnes âgées. Les personnes âgées dont je m'occupe sont polypathologiques et en plus, elles ont des troubles cognitifs. Alors les personnels soignants, ils sont dans une posture. On touche pas, on est dans le respect, on ne s'approche pas d'elles. Mais elles meurent, elles ne sont plus regardées comme des êtres de désir et des êtres vivants. Et moi, je veux montrer que je gagne tout quand je m'approche d'elles, justement quand elles ont des troubles cognitifs, et que j'ose une caresse sur la joue, sur l'avant-bras, sur la main. Tout de suite, je suis touchée par ces personnes âgées qui sont touchées par ce que je fais. Alors, je suis psychiatre, et en principe dans une distance vis-à-vis d'elles. Eh bien là, non. Avec les personnes âgées, j'ai besoin de les toucher. J'ai besoin d'être en contact avec elles. Et c'est un contact qui est plein de tendresse et d'empathie vers elles. Je suis totalement convaincue. Et alors, ce qui m'a vraiment fait plaisir dans votre livre, c'est sur la fin, vous en parlez à la fin. L'autre jour, j'avais un débat avec l'un de mes invités et qui me disait, c'est formidable, au Japon, ils inventent des robots qui vont toucher les personnes âgées. Et alors, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais tu te rends compte de ce que ça signifie ? Ça veut dire que on marche sur la tête, quoi. Et vous en parlez dans votre livre. Et ça on me marche fait sur la plaisir. tête et pour le critiquer, parce qu'il est hors de question, enfin. D'avoir une médecine déshumanisante à ce point-là, que l'on se contente d'un vieux robot qui vous, soi-disant, caresse. Non, mais... il est vieux pour moi. Il est vraiment épouvantable. Et avec une voix de robot qui va vous dire, tout va bien, tu vas bien mourir. Non, mais ça, c'est impossible. Dans la caresse, dans la tendresse, dans la sexualité, il y a la culture qui est importante. Et les Japonais sont pas du tout faits comme nous. Non, ça, je vous confirme, ils sont pas dans Eros. Hein. Non. Ils sont pas... Vous êtes d'accord, Sylvain ? Oui, complètement.
complètement. C'est terrible. Alors, je ne résiste pas à lire cette phrase. La caresse transmet un langage à la fois archaïque, refoulé, oublié, négligé, ravalé au rang de la mièvrerie, et en même temps celui de la tendresse et de la douceur entre le monde des humains, celui des animaux et des plus vulnérables, les bébés, les tout-petits, les amoureux. Et puis, plus rien. Voilà. Et oui. Alors justement, je veux le réveiller en nous, ce soin archaïque, et je veux en faire un soin de haute technicité humaine. Parce qu'on est toujours avec nos stétos, avec des piqûres, avec des pansements, avec... Mais voilà. Sans aller même jusqu'aux personnes âgées, le médecin ne touche plus ses patients. Il ne le regarde plus, il regarde les examens complémentaires. Il ne l'examine plus. Moi, je suis un vieux médecin, comme mon collègue et ami Sylvain Mimoun. Eh bien, nous apprenions à regarder notre malade, à le toucher, à l'examiner. On se frottait les mains avant de poser les mains qui étaient froides sur un ventre douloureux. Le patient est en face et on regarde l'écran. Voilà. Donc c'est ça qui est fou. Voilà. Oui, mais on ne se rend pas compte à quel point ça déshumanise et à quel point ça rend malade. Oui, parce que être écouté, c'est déjà se soigner. Être écouté, c'est déjà se soigner. Et au médecin, ne pas interrompre son patient quand il a quelque chose à vous dire au bout de 13 secondes. En général, oui, maintenant, le patient, il a le droit de parler 1 minute. Et puis après, il se tait et il est obligé de subir les 10 minutes. Alors, je veux quand même donner beaucoup d'espoir à vos auditeurs, c'est que je forme les jeunes externes à ce qu'on appelle la médecine narrative. Donc, on leur apprend à écrire une première fois. Qu'est-ce qui vous est arrivé? L'histoire de votre vocation. À écrire 5 minutes sur une thématique. Et ensuite, à le dire aux autres. Et on les apprend jusqu'à des consultations simulées pour qu'ils cessent d'interrompre leurs patients, qu'ils les écoutent, qu'ils les examinent et qu'ils entendent la richesse de leur histoire de vie. Et qui les regarde. Moi, je sais que j'en parlais l'autre jour avec un médecin. Je suis entourée de médecins, Sylvain Mimoun, comme vous. Alors, pas forcément, enfin, certains sont gynécos, etc. Et qui me disaient, mais on nous a appris, nous, quand le patient rentrait, d'abord à le regarder, parce que le regarder, c'était déjà révélateur de ses maux du corps, justement. De l'empathie qu'on lui porte. Et puis de la manière dont il va rentrer, s'il rentre les épaules, enfin, bref. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est tout juste si on regarde encore le patient. Sylvain l'a bien dit, on regarde l'écran. Mais je suis là. Je suis une personne, je ne suis pas un malade, je ne suis pas un bout de ma maladie devant vous. Alors, ce que j'ai aimé dans ce livre, surtout, je vous le dis franchement, Véronique Lefebvre des Noëttes, c'est tout le début du livre, quand vous expliquez ce que c'est que la tendresse. D'abord, la tendresse, la caresse, pardon. Mais ça rime, c'est très joli. Oui, bien sûr. J'ai chanté une chanson qui s'appelait Caresse, tendresse. Alors, vous voyez. Et puis, vous expliquez bien à quel point c'est important. Et vous parlez des 5 sens et de la caresse. Et ça, c'est très intéressant. Et je trouve que, moi qui prône beaucoup pour la sensualité avant la sexualité. Rien que tous ces chapitres, ce chapitre, il pourrait être dans un livre de sexologie. Vous voyez, vous avez un petit animal de compagnie qui vient de vous caresser l'avant-bras. Voilà, là, elle vient de me griffer. Ah bon, j'ai pas vu. Moi, j'ai vu que la caresse. J'ai trouvé ça super. Non, mais je peux vous assurer que j'adore caresser. Mais oui. Et je dis toujours, je ne pourrais pas vivre sans chien parce que je ne pourrais pas vivre sans caresser. Ben voilà. Et la seule être qui accepte d'être caressé à n'importe quel moment du jour et de la nuit, c'est le chien. Voilà. Oui, alors vous avez raison parce que la caresse doit être acceptée. Et le chien l'accepte. Tout le temps. Alors que c'est pas le cas du chat. Exactement. Oui. Le chat s'en va. Et alors l'homme, je vous en parle même pas. Et oui, il faut choisir son moment. Il faut être un expert du juste moment. Et la femme, alors là, encore moins. Mais effectivement, nos 5 sens sont stimulés par la caresse. Une odeur nous caresse les narines, les naseaux. Un bon goût, la main, bien entendu, mais une musique est caressante. Vous voyez, elle vient me voir, elle vient chercher les caresses. Je suis désolée. Allez-y, je ne suis pas jalouse. Merci. Oui, non, chaque sens est éveillé par la caresse, en fait. Et alors, les mots qui peuvent caresser l'oreille. Ça, c'est très important. Nous, les femmes, nous ouvrons à l'amour lorsque nous avons des mots caressants au creux de l'oreille. Ce qui n'est pas pareil pour les hommes, qui ont besoin de voir, qui ont besoin de lumière. Quand nous Ils n'ont pas besoin des mêmes mots obligatoirement, mais qui peuvent être très stimulés quand même beaucoup par ça. Quoi. Oui, mais vous êtes quand même plus visuel, et nous, on est plus auditive. Oui, bien sûr. À tel point d'ailleurs qu'un bruit peut nous couper aussi de notre ressenti. Et comme vous, la vue de quelque chose de pas terrible peut vous couper aussi. Oui, exactement. Non, la caresse, nos sens sont... Et alors le toucher, évidemment... Un outil formidable que la main,
qui est à la fois un outil qui peut caresser, mais qui peut saisir, qui peut griffer, qui peut fabriquer. Seul l'homme en est doté. Donc, utilisons nos mains à des fins d'empathie, à des fins de tendresse vers les autres, les plus vulnérabilisés. Et puis notre cerveau est inondé d'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, de dopamine, qui est l'hormone du plaisir, lorsque l'on donne une caresse, mais lorsqu'on la reçoit. Absolument. Qu'est-ce qui fait que... Enfin, j'ai l'impression que dans notre monde occidental, enfin en tout cas dans une partie du monde occidental, le toucher est encore un peu tout de suite assimilé à quelque chose qui serait de la sexualité. Alors peut-être parce qu'il y a cette double facette de la caresse qui va de la tendresse à l'érotisme. Et on a très peur que cette mise en confiance dérape. Mais moi je suis très claire dans mon livre, j'explique bien que... Bien sûr. Oser la caresse empathique dans le soin ne dérapera jamais dans l'érotisme. Ce ne sont pas les mêmes zones que l'on va solliciter. Ce ne sont pas les mêmes moments. Donc il ne faut pas hésiter à quémander une caresse. On a besoin de câlins. Juste après la Covid, où ça a été un monde sans contact, un monde terrible. Oui, et je trouve qu'on en paye encore le Oui. prix. J'ai l'impression que les gens se sont encore plus éloignés du toucher. Oui. C'est encore plus compliqué de toucher quelqu'un. Enfin, je veux dire, et le terme toucher. Enfin, moi, je sais que ça m'est arrivé quand quelqu'un souffre. J'ai envie de le prendre dans mes bras ou de la prendre. Absolument. Et j'ai envie de la toucher. Et je trouve que c'est plus compliqué aujourd'hui depuis justement. Les gens disent les gestes barrières, je ne touche pas, je n'embrasse plus, je ne fais plus de câlins. Et le câlin engage le corps dans ce corps à corps, qu'on va quand même dans les moments extrêmes, les ultimes moments, dans les deuils, dans les cérémonies familiales, on a besoin de se sentir vivant et de se câliner et de se prendre dans les bras. Il y a des familles d'ailleurs où le toucher est assez tabou, et ça va forcément par la suite provoquer plus de difficultés avec le toucher. Oui, c'est pour ça que c'est remarquable que vous me donniez la parole aujourd'hui, parce qu'il y a des familles qui ne sont pas du tout tactiles, des personnes qui supportent pas, mais quand on montre tous ces effets bénéfiques, mais il faut l'oser cette caresse encore une fois. C'est très bon pour le système immunitaire, la caresse. Excellent. Donc on risque moins d'être malade si on accepte d'être touché. D'ailleurs, je suis une résistante, je n'ai pas attrapé la Covid malgré ces 2 ans de guerre, bientôt 3, c'est absolument incroyable, mais il ne veut pas de moi. Le virus ne veut pas de moi. Si, il est peut-être rentré en vous, mais vous aviez un système immunitaire suffisamment fort. Voilà, c'est ce que je veux dire. Parce que moi, j'ai quand même quelques personnes autour de moi qui me disent, mais de toute façon, on l'a tous eu, vacciné ou pas, tout le monde l'a eu, et c'est fort probable, vu la facilité avec laquelle il s'est propagé. Exactement. Mais bon, ça c'est un autre débat, et je ne rentre pas dans ce débat-là. Alors Véronique Lefebvre des Noëttes, vous évoquez aussi la câlinothérapie, qui devient un peu à la mode quand même. Vous parlez de la fameuse AMA, on fait la queue pour être... 2 heures d'attente pour qu'elle prodigue c'est une hindoue, qu'elle prodigue un câlin, mais tout le monde n'est pas fan de AMA, mais il y a des gens qui font 2 heures, 3 heures, 4 heures d'attente pour avoir ce câlin qui dure 1 minute, mais qui vaut le coup parce qu'on y investit une espèce de magie, une espèce de pensée magique, de toute sa culture, de l'empathie dont elle dégage, dont elle fait preuve, et qui peut aider des gens à repartir dans la vie. C'est un petit moment de tendresse qui peut être tout à fait bénéfique, et vous aviez avant la Covid des jeunes avec la pancarte « Je propose des câlins ». Voilà, spontanément. Alors, je trouve ça un peu triste d'en arriver là. Ça serait quand même mieux si on arrivait de façon tout à fait banale à rentrer en contact avec les autres. Ouvrir ses bras. Voilà. Et ça paraît toujours louche, quand on se dit... Je disais à Sylvain, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Allez, viens m'embrasser. Je dirais, mais qu'est-ce qu'elle veut ? On va proposer ça à la CGT, ça les mettra peut-être moins en colère. Oui, sûrement. Non, mais c'est vrai. Oui. C'est... Ouais. Non, je sais pas, je dis ça comme ça. C'est une bonne idée. Une bonne idée, n'est-ce pas ? Oui. Et vous faites la différence entre la caresse et le massage. Alors, le massage, c'est un terme en France qui est réservé aux kinésithérapeutes. Ce sont des masseurs kinésithérapeutes. Et donc, je connais des masseuses thaïlandaises Oui. Vous avez raison aussi. Je les connais moins, mais vous avez raison. Mais le masseur et le massage massent le corps.
La caresse masse le corps et l'esprit, masse la personne en entier, va lui apporter cette tendresse, cette prise en charge holistique complète, le care que je prône, alors que on va s'intéresser à masser une zone érogène ou non, un mollet qui est tendu, une cuisse qui a une crampe, etc. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la caresse est plus superficielle, le massage est malaxe. Le massage malaxe, et il ne s'adresse qu'à une partie d'un corps qui est souffrant et douloureux. La caresse, c'est pas ça, c'est un a priori d'engagement vers l'autre. On propose, elle est acceptée ou pas. Et moi, je dis bien, si la main se dérobe, je n'irai pas l'accrocher, cette main. Si la tête, mais j'ai jamais eu aucun effet secondaire négatif en proposant une caresse à mes malades. Bien sûr. On va faire une petite pause, Sylvain Mimoun, et puis on va se retrouver, on va continuer à évoquer la force de la caresse. C'est aux éditions du Rocher. Si vous avez des questions à poser, Sylvain Mimoun, à Véronique Lefebvre des Noëttes, après la pause, évidemment, vous êtes tout à fait le bienvenu. Voilà, je vais peut-être lire le bouquin par endroit. Oui, franchement, c'est un joli livre que je conseille, parce que alors après, on va en parler après la pause, bien sûr, hein, de la caresse care, hein, qui soigne donc, mais déjà là, toute cette partie, la première partie du livre, c'est vraiment une ode à la sensualité. Allez, une petite pause, on se retrouve tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Sylvain Mimoun aujourd'hui. Nous avons évoqué l'égoïsme partagé. Peut-être que si on se caressait plus, on serait plus apte à comprendre cet égoïsme partagé dont vous parlez, Sylvain Mimoun. Oui, à ressentir plus son corps avec agrément, pour ne pas dire que avec plaisir. Et à partir de là, les choses se passeraient progressivement de mieux en mieux. Et l'intérêt de la répétition de cet acte, c'est que plus on le fait, mieux ça marche. Bien sûr. La caresse, c'est une capacité aussi à ressentir, évidemment. Véronique Lefebvre des Noëttes, vous êtes l'auteur de ce livre « La force de la caresse, prendre soin des plus fragiles avec le cœur ». C'est aux éditions du Rocher. Alors, dans la deuxième partie du livre, vous parlez donc de la caresse au care, c'est-à-dire la caresse qui va permettre aux personnes qui sont donc en souffrance, hein, de se sentir déjà reçus dans leur souffrance, j'imagine. Reçus, reconnus dans leur souffrance. Et c'est une façon de reconnaître leur entièreté d'être humain, de personne humaine. Et ne pas choisir un bout du corps qui est malade. Ça, c'est le cure. Je choisis juste une partie, la blessure, la plaie. Je m'occupe de l'esprit aussi souffrant de cette personne qui est en face de moi. Et c'est une façon de prise en charge globale qui est très importante à distiller dans nos hôpitaux qui s'occupent des personnes les plus vulnérables. Oui, moi j'ai une amie qui vient de temps en temps et qui vient mardi d'ailleurs. On parlera d'Octobre Rose avec Sandy Boulanger, que vous connaissez bien d'ailleurs, Sylvain, et qui travaille avec les personnes en fin de vie et qui en effet utilise aussi la caresse dans ces moments extrêmes pour aider la personne à lâcher prise et à partir sereinement. Parce qu'elle va recevoir ce que je vous disais, cette ocytocine, cette dopamine dans son cerveau. Elle va recevoir plein de petites sensations qui vont permettre de se lâcher prise. Et moi, je vois, puisque j'accompagne énormément de personnes en soins palliatifs qui décèdent dans mon hôpital, de personnes très âgées, eh bien, le lâcher prise est très important. Pouvoir dire, là, allez, on va y aller, mais on va y aller ensemble. Main dans la main, une main caressante dans des musiques caressantes aux oreilles, une ambiance, des odeurs caressantes. Ça me fait entendre le mot douceur, quoi. Parce que c'est brutal, hein, la mort, partir, c'est brutal. Toujours. Justement, si on se donne les conditions de possibilité de cette douceur, elle n'est pas compliquée. Je ne coûte rien à mon hôpital. En acceptant d'être là. Alors, il faut être formé. Ça peut être très brutal pour les gens qui ne sont pas formés, parce que c'est très compliqué. Il faut être des soignants, mais des soignants qui sont capables de lâcher leur technicité. Oui, mais j'imagine aussi que dans ce que vous donnez, vous recevez en échange quelque chose qui est indicible. Bien sûr. Qui est indicible, bien entendu. On donnait d'abord pour recevoir au centuple, bien sûr. Alors, vous parlez aussi de l'Alzheimer, les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer, qui quelque part aussi, retourner au corps, finalement, ça leur permet de se resituer.
Ça leur donne une cohésion sur leur corps. Le malade d'Alzheimer a le A privatif, anosognosique, il ne sait pas qu'il est malade. Prosopagnosique, il ne sait pas reconnaître un visage familier. Et asomatognosique, il ne connaît plus les parties de son corps. Donc quand vous êtes sur une caresse, tout de suite, le regard va venir vers moi, va s'éveiller, et tout de suite, on est dans une communauté humaine. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important à développer dans les soins aux personnes atteintes de troubles cognitifs. Ceux qui nous écoutent beaucoup ont certainement autour d'eux quelqu'un de leur famille qui est malade, qui est en fin de vie, etc. Vous leur conseillez d'essayer de passer par la caresse plus que par les mots? Absolument, parce que tout le monde n'est pas en capacité, encore une fois, de recevoir ces ultimes moments, de communiquer avec quelqu'un qui ne communique plus. Mais quand la parole n'est plus présente, le langage du corps est présent, et jusqu'au bout. De la tendresse, et on dit la tendresse à travers cette caresse. Et ça, tout le monde peut le faire. Et je donne des petits conseils dans mon livre pour les familles qui ne savent pas trop comment se comporter dans les ultimes moments. Bien sûr. Sylvain Mimoun. Oui, je pensais à une amie qui traverse justement un moment difficile là, comme ça dans son entourage. Et en effet, je lui ai dit, essaye le corps à corps par les caresses. Et j'ai pas lu votre livre puisque c'est aujourd'hui que je le découvre, mais je pense que ça l'aidera beaucoup. Bien sûr. Je pense que ça va aller dans cette direction-là, quoi. C'est le meilleur des conseils que de délivrer juste un médicament et s'en aller. Ah, c'est meilleur que les médicaments. Oui, mais vous savez très bien, Véronique Lefebvre des Noëttes, vous en croisez plus que moi des médecins. Il y a quand même une catégorie de médecins qui sont un peu dans la une tout sorte ou rien. De peur, oui, dans la toute-puissance. Une peur et dans l'évitement. Et dans l'évitement. Tout à fait. Alors, il faut leur montrer, se modéliser. Mes jeunes internes, je leur dis, viens avec moi. Regarde comment on fait, c'est quand même pas compliqué. Mais comment t'as fait? Eh bien, je me suis présentée, je suis venue à côté d'elle, j'ai pris la main dans ma main. C'est vraiment pas magique, c'est vraiment pas compliqué à faire. Bon, et puis je vais juste conclure en parlant d'un moment quand vous racontez, quand vous étiez jeune externe, de cette caresse du regard qui vous a un déshabillé. Et ça va parler peut-être aussi à beaucoup de femmes. Ah oui, parce qu'il y a des regards qui sont assassins, qui vous passent au scanner ou qui sont des viols. Et bien sûr, et j'ai voulu en parler, en montrer que tous les regards sont pas bienveillants et qu'on peut violer du regard, insister, comme on peut offrir un regard qui est caressant. Et donc vous étiez jeune externe en médecine et c'était votre grand patron qui vous soupesait du regard, qui vous regardait du regard comme un objet de désir et pas du tout comme une externe qui suivait son patron parce qu'il fallait le suivre et apprendre ce qu'il avait à lui apprendre. Mais lui, il n'était pas du tout dans la même dimension que moi. Mais ça vous a permis de découvrir à quel point, en effet... Oui, on est vulnérable quand on est jeune, et quand on est jeune médecin, et qu'il y a le grand patron. C'était l'époque des mandarins. Bien sûr, et puis ça existe certainement encore aujourd'hui, de toute façon, évidemment. Bon, en tout cas, ça s'appelle La force de la caresse, prendre soin des plus fragiles. C'est aux éditions du Rocher. Merci Véronique Lefebvre des Noëttes et merci pour tous ces patients qui profitent de ces caresses. Merci. Sylvain Mimoun, il nous reste une petite poignée de secondes. L'égoïsme partagé, apprendre à accepter de recevoir du plaisir de l'autre. Une fois qu'on accepte l'égoïsme partagé, on a toutes les caresses du monde en soi. Bon, eh bien, écoutez, j'espère qu'avec mes mots, je vous ai un peu caressé aussi durant ces 2 heures. Oui, comme toujours, Brigitte. Et dans la rediff ce soir, je continuerai à vous caresser. Oui. Merci à tous, en tout cas, d'être intervenus tout au long de cette semaine. Je vois qu'on a fait encore une fois une magnifique semaine ensemble et je ne cesserai de le répéter. J'ai besoin aussi de vous. C'est vous aussi qui faites cette émission, qui nous appelez tous les jours. Tout de suite, vous allez retrouver C'est votre avenir. Nous serons lundi avec Samuel Doc. Et alors, on va essayer de comprendre la différence qu'il y a entre le désir et la pulsion. Et est-ce qu'on peut continuer à désirer quelqu'un, même si on n'a plus de sentiments pour lui et je crois que c'est un sujet inépuisable. On en parlera dès lundi. Je vous embrasse tous. Je vous caresse tous. Au revoir.